Bonjour, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui, du fait du confinement, a changé un petit peu de présentation. J'ai été obligé de séparer mon émission de radio hebdomadaire, Panorama Info, à Radio Salve Regina, de sa version vidéo que j'ai pris l'habitude depuis quelques mois de poster sur YouTube. En effet, nous sommes à présent en période de confinement et je ne peux plus me rendre au studio de Radio Salve Regina, qui n'est pourtant pas très loin de chez moi, quelques kilomètres seulement, mais confinement oblige, je ne peux plus m'y rendre. Il m'a donc fallu faire un enregistrement audio que j'envoie par email à la radio, et cette émission a été diffusée ce matin, comme d'habitude, à 9h, puis à nouveau à midi et demi. Elle sera rediffusée sur Radio Salve Regina samedi à 17h. Je fais donc un nouvel enregistrement, cette fois-ci vidéo, afin de pouvoir partager les informations que je donnais dans cette émission de radio avec tous les amis qui, de par le monde, ont pris l'habitude de regarder mes émissions sur YouTube. Dans cette émission d'aujourd'hui, j'ai tenu à évoquer la question des élections. Alors je vous rassure tout de suite, il ne sera pas question des élections états-uniennes. En effet, je pense que nos grands médias du monde entier consacrent beaucoup de temps aux informations venues d'Amérique, et je ne vois pas donc ce que pourrait apporter de plus une émission sur ces élections états-uniennes. Même si il est vrai que le choix d'un président des États-Unis ne concerne pas que les États-Unis, mais que du fait de la puissance de ce pays, le résultat pourra avoir une influence sur le reste du monde, tant du point de vue économique que dans le domaine des relations internationales. Non, aujourd'hui, j'ai tenu à évoquer d'autres élections contestées, aux résultats contestés. Il s'agit d'élections dans 2 pays d'Afrique francophone, et je me suis plu à décrire ce qui se passe en ce moment dans ces 2 pays comme étant la malédiction du 3e mandat. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction ? C'est celle qui consiste, en Afrique, pour un président en exercice, à modifier la constitution de son pays au cours de son second mandat, afin de pouvoir se présenter pour un 3e mandat. L'introduction du multipartisme dans les années 90 sur le continent africain a mis un terme à l'ère des présidents à vie. Afin de rassurer les démocrates, la plupart des constitutions adoptées à cette époque contenaient un article limitant le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais le pouvoir, c'est bien connu, est une drogue. Et nombre de chefs d'État élus depuis lors ont tenté, et le plus souvent réussi, à faire modifier la constitution de leur pays afin de faire sauter le verrou constitutionnel leur interdisant de se présenter pour un 3e mandat. Ou alors, afin de sauvegarder les apparences démocratiques, on s'est contenté de modifier la Constitution de manière substantielle afin de pouvoir prétendre que
la Constitution ayant changé, il s'agissait désormais d'une nouvelle république, et que donc la clause des 2 mandats s'appliquait à nouveau pour une nouvelle série de 2 mandats, puisque la Constitution était différente. Il s'agissait donc de remettre les compteurs à zéro. En Afrique, on ne compte plus le nombre de présidents qui a eu recours à ce genre de stratagème constitutionnel afin de s'accrocher au pouvoir un peu plus longtemps, voire parfois beaucoup plus longtemps. Ce fut le cas en Ouganda, un pays que je connais bien, au Rwanda, un autre pays que je connais bien, au Tchad, où j'ai également vécu, mais aussi au Togo et ailleurs. L'exemple de l'Ouganda est sans doute le plus éloquent. Arrivé au pouvoir par les armes en janvier 1986, le président Yoweri Museveni s'est fait élire pour un premier mandat le 5 avril 1996, donc 10 ans après son arrivée au pouvoir par les armes. Et ces 10 premières années ne comptaient donc pas dans le calcul du nombre de mandats. À l'époque, en 1996, je vivais en Ouganda et j'ai été nommé comme observateur international durant cette première élection présidentielle de l'ère Museveni. J'avais été envoyé dans des îles au milieu du lac Victoria, qui constitue un district ougandais, et j'ai pu donc passer la journée à aller de bureau de vote en bureau de vote afin d'observer le bon déroulement de cette première élection présidentielle. Ensuite, le président Museveni a été réélu pour un deuxième mandat en 2001. Mais durant son second mandat, il est parvenu, sans trop de difficultés, à faire supprimer l'article limitant le nombre de mandats à 2. Ce qui lui a permis d'être réélu en 2006, puis à nouveau en 2011 et en 2016. Dernièrement, le Parlement ougandais a pris l'initiative de modifier un autre article de la Constitution, celui qui fixait une limite d'âge pour exercer les fonctions de président de la République. Cet article ayant été supprimé, le président Museveni pourra se représenter sans problème en 2021 à l'âge de 76 ans. Rappelons que le président est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait que 41 ans et que déjà maintenant, il compte parmi les plus anciens chefs d'État de la planète. Mais passons maintenant à l'actualité, c'est-à-dire celle de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Le 18 octobre dernier a eu lieu l'élection présidentielle guinéenne. Le président sortant, le professeur Alpha Condé, était candidat pour un troisième mandat. Élu au second tour en 2010, la constitution guinéenne ne lui permettait pas de se représenter et de faire donc plus de 2 mandats. Qu'à cela ne tienne, un référendum avait été organisé en mars 2020 afin de faire valider par le peuple une modification constitutionnelle, ce qui a permis à Alpha Condé, à l'âge respectable de 82 ans, d'être à nouveau candidat lors de l'élection du mois dernier. Alpha Condé n'est pourtant pas n'importe qui. Ce n'est pas un ancien chef de guerre, comme Yoweri Museveni d'Ouganda dont je viens de parler. Alpha Condé a fait ses études secondaires et universitaires en France. En ce qui concerne ses études secondaires, il les a achevées à Louviers, en Normandie. Et son parrain, en quelque sorte, n'était autre que Pierre Mendès France.
qui surveillait le cours de ses études, les parents d'Alpha Condé étant restés au pays. Pierre Mendès France, je le précise pour les plus jeunes, fut un homme politique français célèbre qui a été président du Conseil, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Premier ministre, sous la 4e République, de mémoire en 1954. Après avoir achevé ses études secondaires, Alpha Condé est allé à Paris pour suivre ses études universitaires. Il est devenu docteur en droit public à l'université de Paris 1. Il a ensuite été chargé de cours à la faculté de droit et sciences économiques de cette même université. Alpha Condé a longtemps été l'une des principales figures de l'opposition à la dictature en Guinée. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 1993 et de 1998, il a même été arrêté et emprisonné durant cette élection de 1998. Au bout de 20 mois de prison, il a été condamné à 5 années d'emprisonnement pour, je cite, atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Finalement, il a bénéficié d'une grâce présidentielle, certainement sous la pression internationale qui était assez forte, ce qui lui a permis d'être libéré le 18 mai 2001, après près de 3 années passées en prison. La Guinée est bien connue, puisque c'est le seul pays à avoir dit non au général de Gaulle en 1958. C'est ainsi que la Guinée est devenue la première des anciennes colonies françaises d'Afrique à accéder à l'indépendance nationale la même année. À l'époque, donc en 1958, la Guinée était considérée comme un pays prometteur. En effet, le pays est riche en bauxite et autres ressources naturelles. Mais la dictature socialisante de Sékou Touré de 1958 à 1984, puis la dictature militaire et corrompue du général Lansana Conté de 1984 à 2008, et enfin le règne bref mais sanglant du fantasque capitaine Dadis Camara en 2008-2010. Tout cela a ruiné ce pays de près de 13 millions d'habitants, classé au 179e rang en matière de développement humain. L'élection du professeur Alpha Condé en 2010 avait donc suscité beaucoup d'espoir en Guinée, et beaucoup pensaient que la Guinée en avait fini avec ses vieux démons. Le 24 octobre dernier, la commission électorale a communiqué les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle. Elle a déclaré vainqueur le président sortant, Alpha Condé, dès le premier tour, avec 59,49% des suffrages. Je ne citerai pas tous les autres candidats, mais le principal candidat de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui a quant à lui été crédité de 33,5% des suffrages. Alpha Condé, 82 ans, est donc parvenu à remporter un 3e mandat, mais il s'agit d'un mandat controversé, même si le président de la commission électorale a déclaré qu'il s'agissait de la fin d'un moment historique, et il a précisé également que le taux de participation de ce premier tour
s'élevait à 78,9%. Cellou Dalein Diallo, l'opposant et candidat malheureux, a aussitôt accusé le pouvoir d'avoir falsifié les résultats. D'ailleurs, dès le lendemain du premier tour, il s'était unilatéralement proclamé vainqueur en se fondant sur des chiffres récoltés par ses partisans à travers le pays. M. Diallo est âgé de 68 ans et il avait déjà été battu par Alpha Condé en 2010 et en 2015. Il prétend avoir obtenu 53% des suffrages à ce premier tour de l'élection. Et c'est pourquoi il s'est déclaré vainqueur. Cellou Dalein Diallo a dénoncé des intimidations ainsi qu'un hold-up électoral de la part du président Condé. Dès le 21 octobre, la police et l'armée ont encerclé sa résidence à Conakry, la capitale. Qui est Cellou Dalein Diallo? Il est né en 1952 à Labé et il s'agit d'un économiste réputé. Il a longtemps été ministre, à l'époque du règne du général Lansana Conté, et sous ce régime, il a même occupé les fonctions de Premier ministre entre 2004 et 2006. Après l'annonce des résultats, il y a eu des affrontements entre les partisans de Cellou Dalein Diallo et les forces de l'ordre. L'armée est intervenue d'ailleurs pour prêter main forte aux policiers et aux gendarmes. Il y a eu des victimes. Le pouvoir parle de 21 morts, dont des membres des forces de l'ordre. Quant à l'opposition, elle dénonce une répression sanglante qui aurait tué au moins 27 personnes. Les observateurs africains présents dans le pays lors de cette élection ont salué le bon déroulement du vote. Mais les contestations visent plutôt les opérations de centralisation. On a évoqué des refus d'affichage des résultats, un manque de transparence dans la remontée des procès-verbaux, des disparitions de procès-verbaux, et également des substitutions ou encore des falsifications de procès-verbaux. Et une concentration d'anomalies a été signalée dans la région de Haute-Guinée, qui est le fief du pouvoir en place. Et dans cette région, les taux de participation semblent proprement délirants, puisqu'on a parlé dans certains endroits de 98%, et même, je me demande comment cela est possible, de plus de 100%. Précisons que cette région est aussi une région où il y a un très fort taux d'analphabétisme. Enfin, dans la totalisation des votes, le nombre total des suffrages exprimés ne correspondrait pas à la somme des suffrages obtenus par l'ensemble des candidats. L'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo et principal parti de l'opposition, a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle et s'appuie sur un épais dossier compilant toutes les anomalies constatées par les militants de l'UFDG. On l'aura compris, la crise guinéenne n'est pas terminée. Le pays est toujours sous tension. Et plus grave, le pays, la Guinée, sort de cette élection profondément divisée. Non, le clivage n'est pas d'ordre religieux, rassurez-vous, puisque près de 85% des Guinéens sont musulmans, comme le sont le président et son rival de l'opposition. La division
est plutôt d'ordre ethnique. Alpha Condé est un Dioula. Les Dioula, à l'époque coloniale, étaient considérés comme, à tort, considérés comme une ethnie. Alors qu'en fait, ils sont un groupe de l'ethnie malinké, qui autrefois était essentiellement constitué de commerçants ambulants. C'est d'ailleurs comme cela que le père d'Alpha Condé est arrivé en Guinée, puisqu'il était originaire de ce qu'on appelait autrefois la Haute-Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso actuel. Les Malinqués constituent près de 30% de la population guinéenne, mais on les retrouve aussi en Côte d'Ivoire, au Mali, en Gambie, en Sierra Leone et au Sénégal. Cellou Dalein Diallo, quant à lui, est un Peul. Traditionnellement, les Peuls sont un peuple de pasteurs. On les retrouve dans toute la bande sahélo-saharienne. En Guinée, ils sont 4 millions, mais leur population totale, répartie dans une quinzaine de pays différents, s'élèverait à 40 millions. La population guinéenne est donc constituée d'un tiers de Malinqués et d'un autre tiers de Peuls. L'autre tiers, le troisième tiers, étant constitué d'ethnies minoritaires. Les régions peuplées de Malinqués ont apporté leur suffrage à Alpha Condé, tandis que les Peuls ont massivement voté pour l'un des leurs, Cellou Dalein Diallo. Ce clivage a toujours existé, mais il a été aggravé par cette crise électorale, et il menace désormais l'avenir du pays. La malédiction du troisième mandat, après avoir touché la Guinée, vient de faire une nouvelle victime, la Côte d'Ivoire. Ce pays a longtemps été réputé pour sa stabilité politique et son relatif développement. Il a longtemps constitué une sorte de vitrine pour l'ancienne Afrique occidentale française. Contrairement à la Guinée voisine, la Côte d'Ivoire est dépourvue de ressources minières. Son économie est basée sur l'agriculture, principalement le cacao, dont il est le premier producteur mondial. Mais la Côte d'Ivoire produit aussi de l'huile de palme, des noix de coco et du coton. Le niveau de développement humain de la Côte d'Ivoire est un peu supérieur à celui de la Guinée. Le pays est classé 165e. Malheureusement, depuis le coup d'État militaire de 1999, la Côte d'Ivoire a plongé dans l'instabilité, dans les troubles politiques. Elle a même connu une quasi-guerre civile qui a divisé le pays entre le nord et le sud, de 2002 à 2010. Cette instabilité a culminé avec la crise post-électorale de 2010, qui s'est achevée sur une intervention militaire française qui a permis à l'actuel président, Alassane Ouattara, de faire reconnaître sa victoire et d'accéder au pouvoir. Comme en Guinée, la Constitution interdisait au président d'être candidat pour un troisième mandat. Mais en 2016, un référendum a permis de modifier la Constitution. Ces modifications ne concernaient nullement le nombre de mandats présidentiels. En effet, elles ont permis la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Cependant, ces profondes modifications de la Constitution ont fait que les autorités ont proclamé la Troisième République ivoirienne. Et donc, de ce fait, les compteurs ont été remis à zéro en ce qui concerne le nombre de mandats effectués par le président, Alassane Ouattara. Cette vision des choses est bien sûr contestée avec véhémence par l'opposition, qui prétend qu'un troisième mandat serait anticonstitutionnel.
début 2020, dans une émission précédente à Radio Salve Regina, j'avais salué la décision, la sage décision d'Alassane Ouattara de ne pas se représenter. À 78 ans, le président avait en effet estimé qu'il était temps de laisser la place à un représentant d'une génération plus jeune. Il a donc favorisé l'investiture du Premier ministre de l'époque comme candidat de son parti à l'élection présidentielle d'octobre. Malheureusement, ce beau plan a échoué, puisque le candidat désigné est malheureusement décédé d'une crise cardiaque en juillet. Cette mort semble avoir pris au dépourvu le président, et cela l'a amené à revoir sa position en ce qui concerne le troisième mandat et à se lancer dans l'aventure de la campagne électorale pour un troisième mandat. Cette candidature a provoqué la fureur de toute l'opposition. L'opposition à l'intérieur du pays, mais aussi l'opposition en exil. Et une campagne de désobéissance civile a même été lancée. Le scrutin du dimanche 1er novembre s'est donc tenu dans un climat de tension extrême. Et beaucoup d'Ivoiriens ne se sont pas déplacés pour aller voter. Les résultats d'ailleurs indiquent que le taux de participation s'est élevé à un peu plus de la moitié des électeurs inscrits. Donc un peu plus d'un Ivoirien sur deux est allé voter. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats le 3 novembre. Sans surprise, c'est le président sortant, Alassane Ouattara, qui a été déclaré élu, avec un score fantastique de 94,27% des suffrages. L'opposition a aussitôt rejeté ce résultat et a déclaré ne plus reconnaître la légitimité du président Alassane Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédié, celui qui avait été renversé par un coup d'État militaire en 1999, qui est lui-même âgé de 86 ans, a appelé à la création d'un Conseil national de transition. En réponse, le gouvernement a saisi la justice contre cette éventuelle création jugée séditieuse. La Côte d'Ivoire, frappée par cette malédiction du troisième mandat, est donc à présent menacée d'une nouvelle guerre civile. J'utilise le terme malédiction car cette obstination en Guinée, en Côte d'Ivoire ou ailleurs à se maintenir au pouvoir recèle de grands dangers pour l'avenir de ces pays. Je dirais même que cette obstination constitue une véritable insulte aux générations montantes. N'y a-t-il pas en Guinée ou en Côte d'Ivoire des femmes ou des hommes plus jeunes qui pourraient apporter un renouveau pour ces pays, une nouvelle vision pour ces pays, de nouvelles idées pour ces pays? Faut-il que l'avenir continue à appartenir à des hommes politiques âgés qui gravitent dans les sphères du pouvoir ou dans celles de l'opposition depuis 4 ou 5 décennies? La situation est même encore plus désespérante en Côte d'Ivoire, puisque le principal candidat de l'opposition est un ancien président âgé de 86 ans, qui tentait de remplacer le président sortant, lui-même âgé de 78 ans. Il faut donc espérer que la raison l'emportera, tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire, afin d'épargner à ces deux pays qui ont tant d'autres problèmes économiques, sociaux, d'épargner à ces pays le péril de la guerre civile. Les peuples guinéens et ivoiriens ne mériteraient pas le retour de troubles politiques sanglants dans leur pays. Espérons donc que
le président Alpha Condé, qui est un homme respectable, on l'a vu, ainsi que le président Alassane Ouattara, sauront trouver une solution permettant à la Guinée et à la Côte d'Ivoire d'éviter le pire. Et cette solution, bien sûr, passera nécessairement par une annonce d'un retrait à court ou moyen terme, au retrait donc de ces présidents âgés qui assurément ont droit tous les deux à une retraite bien méritée. Je vous remercie, chers amis, je ne sais pas comment je dois vous appeler, vidéospectateurs, pour votre patience et pour l'intérêt que vous portez à mes émissions. Et je vous demande, bien sûr, de cliquer sur le petit pouce levé sur YouTube afin de montrer que ces émissions vous ont intéressé et aussi à souscrire à ma chaîne Hervé TV. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine.